Eh bien, mes amis, bien le bonjour. Je suis très étonné et surpris et agréablement surpris de votre engouement par rapport à la photo que je vous ai proposée. Je pensais pas que vous alliez écrire aussi vite et me les envoyer aussi vite. Voilà, ça m'a donné un petit peu plus de travail, je pensais avoir un peu plus de temps. Déjà, bravo et merci de participer à l'aventure. Alors je vais afficher la photo sur laquelle vous avez travaillé pour ceux qui prendraient cette vidéo en cours. Alors sachez que j'ai fait une vidéo précédemment sur un tuto écriture avec des exercices, avec 3 exercices que vous pourrez voir. Je vais l'afficher par là, je sais pas comment ça se passe, ou alors dans les liens de la description de toute façon. Donc par rapport à cette photo, vous deviez prendre l'un de ces personnages et élaborer une histoire, une intrigue qui ne fait pas plus d'1 page. Et vous verrez que certains ont fait vraiment très court. Pourquoi pas. Et donc vous aviez quartier libre pour écrire une histoire par rapport à ce personnage que vous aviez choisi. Dans les exercices que je vous avais proposés, sur l'inspiration, sur la création du personnage, vous aviez déjà de quoi faire finalement votre scénario que vous m'avez proposé. Donc là, je vais vous lire 4 histoires avec la mienne, puisque je vous avais dit que je lirais la mienne. Ça va être de manière anonyme, parce qu'il y en a qui ne voulaient pas que je mette leur pseudonyme, donc peu importe, on fait tout le monde anonyme. À savoir que si vous prenez cette vidéo, si vous regardez cette vidéo dans quelques années, c'est toujours d'actualité. Cet exercice, moi, tant que je suis pas mort, je suis toujours dispo. Envoyez-moi vos textes, on discutera, et si vous voulez, je ferai d'autres vidéos de ce même type, sur cette même photo, pourquoi pas, ou sur d'autres photos que je proposerai ultérieurement. Bien. Donc, premier texte. Il marchait rapidement, le pas lourd, la tête pleine de préoccupations qui lui paraissaient insurmontables. Il se souvint d'un adage qui disait « Il n'y a pas de malheur pire que celui qu'on a ». À cet instant, il lui sembla que cette déclaration ne pouvait pas être plus vraie. Il avait, comme tout le monde, connu des moments difficiles, voire éprouvants. Mais à cet instant, il avait dépassé ce stade. Il était au bord de la rupture psychique, à la limite de l'anéantissement mental. L'atmosphère oppressante du couloir dans lequel il avançait depuis plusieurs minutes n'aidait pas à apaiser son humeur acrimonieuse. Pourquoi ce foutu couloir était aussi long ? Ce boyau blafard qui paraissait ne pas avoir de fin, comme si par l'effet d'une antique sorcellerie, ce colon de plâtre et de ciment s'allongeait à chacun de ses pas, digérant son être à chaque mètre parcouru. Il devait se ressaisir. L'heure n'était plus aux hésitations. Il fallait agir rapidement avant que la situation ne se dégrade. Il devait reprendre le contrôle de ses émotions, ou il risquait de se noyer dans ce terrain boueux. La situation n'était d'ailleurs pas si catastrophique. Il pouvait encore y parvenir. L'échec n'était pas sa destination. Il devait analyser la situation aussi sereinement que ses dernières forces mentales le lui permettaient. En y réfléchissant, cette sale affaire avait commencé lorsqu'il avait croisé cette femme envoûtante, en traversant le 113e parallèle. Sa tenue rouge flamboyante et son regard enflammé l'avaient immédiatement ensorcelé. Peut-être l'avait-elle réellement ensorcelé. Cela expliquerait le brouillard épais dans lequel était perdu son esprit. Ses derniers souvenirs clairs s'arrêtaient au début de la soirée précédente, lors de leur dîner aux chandelles au petit coin gourmet. Il se remémorait leur rencontre, la discussion passionnée qui les avait conduits jusqu'à l'heure du repas, ainsi que leur recherche d'un restaurant à l'ambiance intime et leur découverte du petit coin. Cependant, plus il tentait d'avancer dans ce souvenir, plus les détails s'estompaient au point de devenir totalement indistincts. L'avait-elle envoûté? Empoisonné? Le poison semblait être une possibilité plausible. Autrement, comment expliquer le feu qui lui dévorait les entrailles? La brûlure l'empêchait presque de se déplacer. Était-elle une dégénérée l'ayant privé de ses capacités cognitives et motrices afin de le transformer en proie docile, pour l'attirer dans une traque mortelle? Ainsi cette sensation d'être épié, qui ne le quittait plus depuis qu'il avait entrepris de se rendre au lieu de sa délivrance, ne serait pas le fruit de son imagination.
Il reprit espoir en s'apercevant qu'il n'était plus qu'à quelques mètres de son nirvana, l'ultime havre de paix tant désiré. Enfin, l'objectif était atteint. En poussant la porte des toilettes, il se jura que la prochaine fois, il refuserait de manger aussi épicé et de boire autant d'alcool en une seule soirée. Alors ce texte est vraiment très très bien. J'aime beaucoup. Alors, on avait corrigé, il a corrigé certaines choses que je lui avais dites, qui étaient des phrases qui étaient mal dites et certaines incohérences dans le texte. Là, tel quel, j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup, c'est cette progression dans le suspense. C'est-à-dire très vite, il arrive à nous accrocher, il se passe quelque chose, on sait pas trop, et jusqu'à la fin, où en fait, il va aux toilettes, quoi, on sait pas ce que c'est. Le passage où il parle du couloir comme ce boyon, comme le boyau, le colon, nanana, ça fait référence à ça. Et donc, c'est très intelligent, j'aime beaucoup, vraiment. Et donc la fin qui, finalement, ouvre sur une possibilité. Est-ce qu'elle l'a réellement empoisonné? Qui est-il? Voilà, ça peut ouvrir sur une nouvelle, pourquoi pas un roman après, qui va partir plutôt sur un policier, sur est-ce que lui c'est un scientifique, est-ce que c'est le gardien d'un entrepôt où il y a des tableaux qui sont gardés et protégés, elle l'a empoisonné pour pouvoir récupérer, je sais pas, l'empreinte de sa main, un code ou pour bref, il y a plusieurs possibilités. Ça, quand vous écrivez, donc format A4, il n'a pas dépassé la page A4, il a tout respecté. L'intrigue, le développement, la conclusion, la page A4, ça peut être un synopsis, ça peut être le début de quelque chose. On peut très bien prendre point par point ces petits paragraphes et faire que chacun des paragraphes devienne des chapitres. Donc c'est-à-dire, il va les étoffer, il va les agrandir, et il peut là faire 5, 6, 7 chapitres. Et après, aller un petit peu plus loin, il peut prendre l'histoire de cette femme en rouge, qui est-elle? Donc on crée de nouveaux chapitres, une nouvelle branche, une nouvelle histoire. Vous voyez, comment on peut, à partir d'une page A4, avec une histoire qui se tient en soi, pouvoir étoffer quelque chose de beaucoup plus grand. J'aimerais vous parler d'une histoire de Stephen King. Cette histoire, qui se trouve dans le recueil de nouvelles Danse macabre, s'appelle Une sale grippe. Et alors, l'histoire d'une sale grippe, donc c'est une petite nouvelle. Pour Stephen King, c'est une petite nouvelle. À partir de là, d'une sale grippe, il a écrit Le Fléau. Vous voyez, la petite nouvelle et Le Fléau, 3 gros bouquins. Donc, si vous voulez écrire, commencez par petit. Le fait de devoir écrire sur une page A4 vous oblige à être concis, précis, à ne pas partir dans tous les sens. Après, vous pourrez le faire. Bien, donc bravo vraiment pour ce texte. Merci beaucoup d'avoir participé. Et j'espère que pour les autres, ça vous donnera une idée. Je vais vous lire de ce pas, je suis en train de me tromper, le deuxième texte. Ma jambe droite se pose sur la large bande blanche, où ma botte Santiago écrase un mégot. Botte en faux crocodile. Moi, une vraie flic, qui avance. Comme mon plus précieux indique qui avance d'en face. Son vieux béret pour se protéger du soleil aveuglant. Son paquet craft contenant assez de preuves pour nous débarrasser des salopards du crime organisé. Ce vieillard inoffensif transformé en redoutable fournisseur d'arguments judiciaires passe le paquet beige de sa main gauche à la droite. J'arrive à sa hauteur, le bouscule légèrement puis empoigne le paquet. Le tout sans dévier d'un iota mon regard, fixé sur le trottoir marquant la fin du passage piéton, que j'atteins, puis dépasse en accélérant. Les longs cheveux bouclés qui me suivent se reflètent dans la vitrine à ma droite. Je force mon pas, enjambée courte mais rapide. Tourne à droite, encore à droite. Mon cœur tape sur mes côtes. Je m'immobilise. Reprends mon souffle. Devant moi, une dizaine de gamins s'impatientent, donc gesticulent, se bousculent. Le fourgon, à 1,2 m, s'ouvre en grand.
Son grand volet bleu et rose se soulève d'un geste du vendeur à l'intérieur, qui se révèle tout sourire et les yeux brillants. Des glaces. Des dizaines de parfums. Je contemple les gamins ébahis. Je souris moi aussi à ma flic de sœur à ma droite. Ses longs cheveux ondulants dans le vent. Nos regards se croisent. Le mien se floute. Et je sais qu'il en va de même pour elle. J'imagine parmi ces gamins mon tout petit frère. Lui aussi me souriait. Puis rigolait franchement quand je lui disais que oui, il n'aurait droit qu'à une seule glace, mais avec tous les parfums dedans. Mes yeux se ferment de même. Mon petit frère disparaît de la bande d'enfants pour se retrouver sur un lit d'hôpital. Étouffé par le mauvais lait pourri infesté de bactéries et vendu par l'une des nombreuses bandes du crime régissant la ville. Je sens à peine un coup de coude, léger, puis un second très appuyé. Je reporte mon regard sur ma sœur, qui hoche sa tête en direction d'un homme à une rue de nous. Grand, lunettes de soleil, apparence classique que j'avais déjà remarquée lors de la réception des preuves il y a 2 minutes. De toute évidence, un soldat d'élite de la bande des agents immobiliers, capable de louer une place de garage à un prix de terrasse de gratte-ciel. J'empoigne ma sœur par le bras et accélère pour monter la volée de marche à notre gauche, derrière un panneau publicitaire au vitrage brisé. Je lui tends le paquet rempli de disques durs d'informations durement acquises. Paquet qu'elle fourre sous sa veste fine, puis se retourne d'un coup sec, s'éloignant d'un pas vif. Trop de semaines, de mois passés à trouver l'indique idéal, les premiers ayant tous fini étranglés et jetés dans le lit du fleuve vide que je vois à chaque réveil de ma fenêtre. Avant que je ne me rende à l'évidence, pour prendre des photos compromettantes des allées et venues des chefs dans les usines et quartiers généraux du crime, rien de mieux qu'un vieux lambda, donc invisible. Les transmissions de preuves devant par contre toujours s'effectuer de manière rapide, discrète et surtout, aux yeux de tous, pour éviter les suspicions lorsqu'on se serait assis à la même table d'un café. Plus c'est gros, plus ça passe. Je me relâche. Et suis du regard ma sœur s'engager dans le tunnel pour piétons qui permet de couper sous la largissime rue centrale. Le soldat immobilier me passe brutalement à côté. Il accélère le pas, sort son téléphone, et se retourne tout sourire en agitant la main, remontant les quelques marches pour venir dire bonjour à ce qui semble être son fils. J'inspire, expire, déglutis. Puis remarque des couleurs noires, jaunes et rouges qui me rappellent en un éclair la doudoune d'une personne anodine, croisée une fraction de seconde avant l'échange du paquet avec le vieux, qui maintenant s'engage dans le tunnel pour piétons. Ma mâchoire se serre, pendant que son regard avance et se pose sur la sortie du tunnel, d'où ma sœur va bientôt émerger. Une grande femme en tailleur complet d'un rouge éclatant s'immobilise en face de cette sortie. Mes joues s'affaissent. La bande redoutée du sur-mesure à paillettes, dont même les cadavres sont bien sapés. Comme 3 minutes avant lors de l'échange, tout le monde lui jette un coup d'œil. Mais personne ne la remarque vraiment. Plus c'est éclatant, moins ça attire l'attention. Alors je crie sans espoir. Voilà ce texte, ce deuxième texte. Alors, je dirais qu'il y a des petites erreurs. Par exemple, alors attendez, je reviens dessus. Quand il dit donc invisible, les transmissions des preuves devant par contre toujours s'effectuer de manière rapide, discrète et surtout aux yeux de tous pour éviter les suspicions lorsqu'on se serait assis à la même table d'un café. Le passage des preuves se sont faites sur le passage piéton. Donc là, pour moi, c'est incohérent, je vois pas. Après, je comprends l'idée, c'est-à-dire qu'on fait ça en public, plus c'est gros, plus ça passe. Tout à fait. Mais il utilise un exemple qui n'est pas dans le texte. Faites attention à ça. C'est des petites erreurs, parce que vous avez plein de choses en tête. Et parfois, vous avez écrit une idée, et puis vous partez sur une autre. Faites attention à ces incohérences-là, qui peuvent, du coup, gâcher une histoire qui en soi est bonne. Après, des petites choses, la bande redoutée sur mesure à paillettes, j'aime beaucoup, dont même les cadavres sont bien sapés. Ça passe très bien, on voit, c'est un jeu d'esprit, c'est pas mal.
Et après, comme 3 minutes avant, lors de l'échange, tout le monde lui jette un coup. Là, en gros, il veut dire que elles sont passées inaperçues. Comme il y a 3 minutes avant. Mais en fait, c'est la manière dont c'est dit, c'est mal écrit. Je comprends l'idée. L'idée est très bonne d'ailleurs. C'est juste, en fait, la formulation. Je pense que il se serait relu 1, 2, 3 fois. Il aurait vu le truc. Et il aurait corrigé. J'en profite pour vous dire que aucun auteur ou aucune autrice connue, de par le monde entier, n'a jamais écrit un roman, voire même un chapitre entier, d'un seul coup. Il y a toujours de la relecture. Et parfois 10, 15, 20 fois. Certains auteurs, je sais plus lequel c'était, qui disaient que son texte entier n'était valide que lorsqu'il l'avait lu 10 fois. Voilà, pour lui, c'était, au 10e essai, c'était bon. Chacun son truc. Moi, je sais que je le relis souvent, je corrige souvent, et à chaque lecture, je recorrige. Attention, une fois que vous avez quelque chose de bien écrit, qui tient la route, les relectures, ça va être pour supprimer des choses qui en soi sont inutiles, ne servent pas l'histoire, et alourdissent peut-être le texte. Et d'un autre côté, lorsque vous relisez, parfois vous allez, d'ailleurs quasiment tout le temps, vous allez avoir envie de « Tiens, je vais rajouter ça, je vais rajouter ça ». En fait, il faut à un moment donné savoir se dire « Stop ». Là, ça tient la route, c'est cohérent, je m'arrête, je valide ce chapitre et je passe au suivant. Sinon, vous allez pouvoir à chaque fois... Moi, quand je relis certains de mes textes, j'ai toujours des trucs à redire. Je pourrais rajouter des choses encore et encore et encore. Faut savoir faire stop, c'est très bien comme ça. Donc un grand merci, merci d'avoir été aussi prompt. L'idée est très bonne. J'adore aussi cette idée-là de parler de son petit frère qui en fait est mort. On comprend qu'il est mort sur son lit d'hôpital parce qu'il a été empoisonné par cette bande du crime qui vend des trucs avariés, machin truc. Ce passage-là est très émouvant. Et si d'aventure cette histoire, cette nouvelle qui ne fait qu'une page, je rappelle toujours, devait être étoffée, toujours on fait des petits chapitres de tout ça, on agrandit, ce passage, cette histoire sur les 2 sœurs flics, leur petit frère qui est mort, enfin je veux dire, là il y a tout un pan d'écriture à faire, on va rentrer dans la psychologie des 2 sœurs, peut-être ont-elles 2 caractères différents, si elles se sont engagées dans la police, ou service secret, ou j'en sais rien, c'est peut-être parce que leur frère est mort. Donc, il y a une cause, un effet, et enfin, vous voyez que on peut travailler la psychologie des 2 sœurs, parler de ce qui s'est passé avant, donc on fait un flashback, il y a tout un chapitre sur comment ça se passait avec leur frère, la joie, la bonne humeur, et ensuite, une fois qu'il est mort, la tristesse et la haine, l'envie d'en découdre, et de faire tomber ces bandes du crime, voilà, il y a de quoi écrire. C'est absolument génial. Bravo, bravo. Vraiment très très bon. Les erreurs, c'est normal qu'il y en ait, ça se retravaille ça. Mais l'idée est là. Très très bien. Nouveau petit texte, et quand je dis petit texte, j'avais dit format A4. Maximum. Et ça voulait dire qu'on peut écrire une histoire beaucoup plus petite. C'est le cas. Alors, ça n'a pas tout respecté ce que j'avais demandé, c'est-à-dire une intro qui accroche de suite, un développement, une intrigue, et la fin. Et vous allez voir que la fin c'est bateau. Alors, je t'en ai déjà parlé, puisqu'on a échangé par mail. Moi, j'aime beaucoup. C'est très petit, j'aime beaucoup. Mais il faudrait étoffer un petit peu plus, et la fin, c'est bateau. Vous allez voir. De toutes les femmes noires de ce monde, Trinity était la plus belle. Sa tenue rouge en cuir élastique ne servait pas qu'à mettre en valeur son corps. Elle lui permettait d'accomplir des gestes de kung-fu pour mettre à mal les méchants de ce monde. Elle était aux aguets. Elle se savait épier. Soudain, alors qu'elle traversait un passage piéton, une alarme retentit, et le monde se figea. Elle se mit en position prête à combattre, puis soudain réalisa que ce qui sonnait, c'était son réveil. Que tout ceci n'était qu'un rêve.
et elle se réveilla. Point. Voilà. Le coup du « je vis une aventure extraordinaire, il se passe plein de trucs et en fait c'était qu'un rêve », ça marche. Évidemment que ça marche. Mais ça, c'est quelque chose d'éculé. C'est quelque chose qui a été utilisé maintes et maintes fois. Alors c'est pas mauvais, ça peut se réutiliser. Bon, je dirais que c'est de la facilité en fait. Je sais pas comment finir, hop, tout ça c'était qu'un rêve. Après ça peut se travailler avec des variations, avec des trucs. Ça me fait penser à Inception. Très 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 bon film. Donc là, très court, il y a de l'idée. Alors j'aime beaucoup parce que ça parle de Trinity. J'ai compris le rapport à Matrix. C'est Trinity pour faire du kung-fu. Elle est dans une tenue en cuir un petit peu, mais différente, rouge. Le monde s'arrête, se fige, comme si on était dans la matrice. Ouais, moi ça marche. Moi je suis un fan de Matrix, donc forcément ça me parle. C'est pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs ce texte-là, entre autres. Pour vous dire que là, la personne, elle me l'a dit, elle a juste couché les idées, comme ça lui venait, et mine de rien, ça passe. C'est pas mal. Quand vous écrivez, au départ, c'est peut-être ça. Au tout début, vous avez une idée, vous écrivez, et ça prend 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. 6 lignes. Ça match. Ok. Après, va falloir étoffer, faire quelque chose de plus grand. Mais pourquoi pas. Et nous allons passer au dernier texte, comme je vous l'avais promis. C'est le mien. Alors, il y a une des règles que je n'ai pas respectées, c'est-à-dire que ça dépasse un tout petit peu le format A4. C'est-à-dire que j'ai fait des dialogues, et les dialogues, du coup, hop, on revient à la ligne, et du coup, ça m'a décalé un petit peu plus. Mais on va pas bouder notre plaisir. Je vais vous la lire quand même. Georges était allé acheter en douce ses beignets favoris. Mais il ne s'imaginait pas que cette petite escapade gourmande allait le faire côtoyer la mort de très près. Marie-Antoinette, sa femme, avec laquelle il était marié depuis bientôt 50 ans, était une femme extraordinaire. Une rose parmi les roses, un cristal pur provenant très certainement de l'Olympe, mais parfois si intransigeante. Depuis que le médecin lui avait trouvé un trop fort taux de cholestérol dans le sang, sa femme avait fait la chasse à toutes les sucreries et autres cochonneries, comme elle disait. Oh, il ne doutait pas qu'elle le faisait par amour. Mais parfois son amour à lui pour les beignets était plus fort. Alors il s'était rendu à l'autre bout de la ville, dans cette boulangerie qu'il savait faire les meilleurs beignets. C'est en sortant de là avec son petit pochon contenant 2 gros beignets pleins de gras et de sucre, qu'il entendit dans la ruelle attenante une plainte étouffée. La journée était belle. Le soleil d'automne chauffait les murs, les fenêtres et le macadam, repoussant encore un peu la froideur à venir. Pourtant, dans cette ruelle sombre, le soleil n'avait pas de prise. Georges s'avança et se mit à grelotter. Il pensa à revenir en arrière. Mais la plainte se fit entendre une fois de plus, et il vit alors derrière une grosse poubelle la silhouette d'un homme avachi au sol. Il s'approcha un peu plus et constata que l'homme baignait dans une mare de sang. Georges s'agenouilla auprès de lui, et le mourant l'attrapa par la manche. « Êtes-vous un patriote ?» lui demanda l'homme dans un souffle de voix à peine audible. « Oui, bien sûr. » s'étonna Georges. « Ne bougez pas, je vais appeler les secours. »« Oh, non, il est trop tard. Prenez ça !» lui dit l'homme agonisant, en lui tendant une sorte de micropuce informatique. « 147 Kingston Street. Donnez-la à Franck. Franck !» dit-il une fois de plus, avant que sa main ne lâche la manche de Georges et retombe inerte. L'homme était mort. Georges, abasourdi, mit la puce informatique machinalement dans son pochon avec les beignets, se releva péniblement et rejoignit la rue pleine de monde. Ne laissant rien paraître de son trouble, il traversa le passage piéton, ne faisant pas attention aux gens autour de lui. En arrivant de l'autre côté de la route, il s'arrêta et se retourna vers la ruelle. Là, un homme à la barbe grisonnante et à l'air sévère scrutait la foule. Quand leurs regards se croisèrent, quelque chose se passa. L'homme comprit que Georges avait vu le mort, et Georges comprit qu'il avait en face de lui
de l'autre côté de la rue. L'assassin. Il se retourna et activa ses jambes de 75 ans vers l'arrêt de bus le plus proche. Mais il n'y avait pas de bus. Il continua à marcher, jeta un œil derrière lui. L'assassin traversait la route. Georges aurait voulu retrouver ses jambes de 20 ans, mais le temps ne va que dans un sens. Il était trop lent. Au loin, il discerna l'uniforme bleu d'un agent de police. Mais avant qu'il n'y arrive, l'homme l'aurait rattrapé. Il le savait. Sur sa gauche, un hôtel. Ni une ni deux. Il s'y engagea, se dirigea vers les ascenseurs. Les portes se fermèrent, mais juste avant, il vit son poursuivant entrer dans l'hôtel. 20e et dernier étage. Un long couloir devant lui. Au bout, une issue de secours. À mi-chemin, il entendit l'ascenseur s'ouvrir. C'était l'assassin. Georges émit un hoquet de peur. Il essaya chacune des portes. Tout était fermé. L'homme derrière se rapprochait. Il arriva au bout du couloir. Il n'allait pas avoir le temps d'aller plus loin. Il plongea sa main dans son sac et enfourna un beignet dans sa bouche. L'homme posa une main sur son épaule. Georges se retourna, la bouche encore pleine. Il se retrouva nez à nez avec des yeux dont le bleu étincelant lui transperça l'âme et lui glaça le sang. Il déglutit avec peine. « Je m'appelle Franck. Je suis de la Défense nationale, tout comme mon ami dans la ruelle. Je suis arrivé trop tard pour l'aider, mais je pense qu'il vous a donné quelque chose pour moi. » dit l'homme en lui sortant sa carte militaire. Georges souffla de soulagement. « Oui. »« Où est la puce ?»« Je viens de l'avaler. » Quelques heures plus tard, Georges était de retour chez lui. Il embrassa Marie-Antoinette et se posa dans son grand fauteuil, repensant à ce qui venait de lui arriver. Il avait accompagné Franck au 147 Kington Street. Là, on lui avait donné un laxatif. Quand la puce fut récupérée, le chef du service proposa à Georges de rejoindre leur rang. Il avait besoin de gens comme lui, courageux, patriotes et surtout indétectables. Une personne lambda, tout ce qu'il y a de plus normal. Georges avait décliné l'offre et était rentré avec une petite boîte que le responsable lui avait donnée, s'il changeait d'avis. Il ouvrit la boîte pour voir ce qu'elle contenait. Une oreillette. Il regarda sa femme qui lisait dans le bureau. Leva les yeux sur le drapeau de son fier pays. S'équipa de l'oreillette et dit « Ici Georges. Activez-moi. » Eh bien voilà, j'espère que ces 4 textes vous auront plu, vous auront donné envie d'écrire, voire même de participer à l'aventure, c'est-à-dire de m'envoyer vos textes. Alors sur cette photo, pour l'instant, d'autres viendront. Donc sur cette photo pour l'instant, de m'envoyer vos textes, et où vous aurez donc la possibilité de soit d'échanger avec moi et rien d'autre, soit de me permettre de la lire, comme je viens de le faire, et de permettre aux autres personnes qui regardent de se faire une idée, d'avoir elles aussi envie d'écrire. Cette vidéo ne s'arrête pas en 2024, on est au mois d'octobre 2024. Si vous regardez cette vidéo, je sais pas, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ou plus, vous pouvez toujours m'envoyer vos textes. Il n'est pas improbable que je refasse une vidéo, si je reçois plusieurs textes, de refaire une vidéo avec cette même photo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écriture, du coup, un très bon travail, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.